Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. 64 minutes, deuxième partie, c'est l'heure de 64 débats. Nous parlons ce soir de la situation en Cisjordanie où les violences et les attaques de colons israéliens contre les Palestiniens se multiplient depuis 2023. La communauté internationale reste muette. Certains observateurs réclament des sanctions contre Israël. Alors est-ce possible et sommes-nous aujourd'hui à un point de rupture? Pour en parler ce soir avec nous en plateau, Alexandra Schwarzbrod, bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction du journal Libération. Vous avez d'ailleurs consacré cette semaine un long dossier à ce sujet. Merci d'être avec nous. En ligne actuellement également Stéphane Zivgoldin. Bonsoir. Vous êtes ancien commando d'une unité d'élite de l'armée israélienne. Merci à vous d'être avec nous, Stéphane Zivgoldin. Mais avant d'en discuter ensemble et pour bien se rendre compte, bien entendu, de la situation sur place, je vous propose de regarder ce reportage de notre envoyé spécial dans la ville de Kusra, Anne-Fleur Lespio. Elle y a notamment suivi le travail d'André X. C'est un activiste israélien qui documente les violences des colons contre des communautés palestiniennes en Cisjordanie. En Cisjordanie occupée, le village de Kusra, encerclé par des colonies et avant-postes israéliens, tous illégaux au regard du droit international. Depuis une semaine, ce groupe de colons israéliens assiège 3 maisons palestiniennes. Les colons contrôlent la colline. André X, activiste et journaliste russo-israélien, tente ici d'apporter des vivres aux familles palestiniennes enfermées chez elles. Ne me touche pas. Les colons bloquent tout accès aux maisons, tout comme l'armée israélienne déployée selon elle pour protéger les Palestiniens sur place, sans pour autant déloger les colons. C'est une zone militaire fermée, ok? Vous ne pouvez pas rentrer. Quelques jours auparavant, c'est la mosquée de Kusra qui avait été prise pour cible, incendiée par les colons. Ici, il est écrit « Vengeance » en hébreu avec une étoile de David. Avec ces vidéos qu'il partage sur ses réseaux sociaux depuis 2023, André tente d'attirer l'attention internationale sur la colonisation qui s'accélère dans les territoires palestiniens. Pour moi, c'est un choix. Je peux vivre ici, je peux partir, mais les Palestiniens qui vivent dans ces maisons n'ont pas d'autre choix que d'y faire face malgré la peur. Chaque jour, il est contacté par des habitants. À proximité de Kusra, Mahmoud Toubassi lui a donné rendez-vous pour l'alerter sur les dernières attaques de colons dans son village. Ces 2 maisons appartiennent à des familles palestiniennes. Depuis 3 semaines, un groupe de colons s'est accaparé les 2 propriétés de Mahmoud et bloque tout accès à cette colline. Seules leurs voitures peuvent désormais emprunter cette route. Je suis allé à la police israélienne pour porter plainte. Je demande l'évacuation de l'avant-poste, l'expulsion des colons de ma maison, mais rien ne se passe. Je demande à retourner sur mes terres dont je suis propriétaire. Selon l'organisation israélienne pour les droits de l'homme Yesh Din, 96% des cas de violence commises par des colons restent impunis par Israël. Quant à André, il fait l'objet de poursuites judiciaires et pourrait se voir retirer jusqu'à sa nationalité israélienne. Alexandra Schwarzbrod, intéressant ce reportage pour voir ce qui se passe effectivement sur le terrain. Vous le confirmez, les violences des colons se sont intensifiées depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Les habitants, ils vivent sous pression permanente? Ah mais non seulement sous pression, mais sous la terreur. Sous la terreur? Je pense qu'on peut réellement dire que ce sont des actes de terrorisme qui sont commis par les colons en Cisjordanie, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour semer la terreur auprès des Palestiniens et pour les pousser à partir. Chaque jour, le reportage qu'on vient de voir ne montre qu'une petite partie des choses comme ça, des événements comme ça. Il s'en passe tous les jours, toute l'année, des Palestiniens qui sont chassés de leur maison, dont on arrache les vignes ou les oliviers, et même qui sont tués. Des Palestiniens sont tués chaque semaine par des colons en Cisjordanie. Je donne un chiffre justement, selon l'organisation non gouvernementale israélienne B'Tselem, 1160 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre 2023. À titre de comparaison, c'est un bilan qui est déjà plus important que lors de la première intifada entre 1987 et 1993. À vous suivre, on assiste là à un déchaînement de violence inédit. Oui, mais ça qui
qui est due aussi à la présence de deux ministres d'extrême droite au sein du gouvernement Netanyahou, qui sont en plus en charge de la sécurité civile et des finances, donc qui tirent toutes les manettes de la colonisation, qui sont eux-mêmes issus du mouvement des colons et qui donc ont lâché totalement la bride aux colons. Et donc derrière, il y a un projet politique qui est de récupérer la Cisjordanie, de l'annexer et d'en chasser les Palestiniens. Et donc avec l'assentiment du gouvernement et même la protection de l'armée. Stéphane Ziv-Goldin, vous êtes sur la même ligne que Alexandra Schwartzbrod. Vous pensez que le gouvernement israélien soutient ces colons? Et si oui, de quelle manière? Économique, militaire? Écoutez, je pense qu'il y a une partie du gouvernement israélien qui pourrait soutenir ce genre de personnes extrémistes. Par contre, il y a une autre partie du gouvernement israélien qui ne soutient pas cette politique voulue par des gens qui, dans le fond, veulent fixer leurs propres lois. Israël est un État de droit et donc on ne peut pas se permettre, à titre en tant qu'Israélien, de laisser des groupes, quels qu'ils soient, fixer eux-mêmes la politique qu'ils souhaitent mener, quel que soit le territoire où ils habitent. Et de plus, là je parle en tant qu'ex-militaire, je ne sais pas si on ne peut pas mener une guerre contre le terrorisme tout en laissant se développer justement des acteurs qui risquent justement d'alimenter cette spirale. Maintenant, où je suis moins d'accord avec Madame Schwartzbrod, d'abord, je remets en doute le chiffre de morts du côté palestinien. Il faut savoir aussi que du côté palestinien, il y a énormément d'attaques qui sont préparés vis-à-vis de citoyens israéliens. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a une forte tension en Judée-Samarie. Vous m'en voulez pas, je citerai le nom de Judée-Samarie et non pas de Cisjordanie. Cisjordanie est quelque chose, un terme français qui est sorti après 1967. Et comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est un petit peu ajouter au malheur du monde. Mais au-delà de cette référence littéraire, je voudrais simplement dire clairement que c'est vrai que nous sommes aussi dans un contexte électoral en Israël. Il y a aussi un contexte électoral du côté palestinien. Or, il y a aussi un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est l'affaiblissement total de l'autorité palestinienne. C'est-à-dire jusqu'à un certain temps, il y a pu avoir des opérations conjointes entre Israël et l'autorité palestinienne, justement pour maintenir une certaine forme de sécurité. Aujourd'hui, cette autorité palestinienne n'existe pas. Et la nature ayant horreur du vide, on se retrouve avec, dans le fond, des positions qui sont proches du Hamas, proches du djihad islamique. Et nous, on ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau Gaza à côté, je dirais, des axes, des centres vitaux israéliens. Alexandra Schwartzbrod, vous voulez réagir peut-être sur ces élections à venir, côté israélien et côté les Palestiniens? Déjà, sur deux choses, très rapidement. D'abord, la Judée-Samarie, c'est un terme biblique qui est utilisé par ceux qui refusent de considérer que la Cisjordanie est un territoire occupé. Deuxième chose, le gouvernement Benyamin Netanyahou, a tout fait pour affaiblir l'autorité palestinienne. Il a tout fait jusqu'à même entretenir, financer le Hamas avant le 7 octobre pour affaiblir l'autorité palestinienne. Alors certes, c'est vrai, le régime de Mahmoud Abbas est un régime corrompu, affaibli, tout ce que vous voulez, mais simplement, il n'y a rien, il y en a un qui pourrait essayer de sortir les Palestiniens de la panade, c'est Marwan Barghouti, que les Israéliens refusent de faire sortir de prison, parce qu'il est en prison. Lui pourrait prendre effectivement le dossier en main. On le rappelle, effectivement, il va y avoir des élections législatives en Israël fin octobre et en Palestine fin novembre. Ça va être très intéressant à observer. On va d'ailleurs en parler tout de suite avec Anouar Abou Eiché. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne. Vous vivez à Hébron. Vous êtes d'ailleurs né également dans cette ville. Merci d'être avec nous ce soir. Je voulais avoir votre avis justement sur ce scrutin à venir. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte par rapport à la situation actuelle selon vous? Est-ce que le sujet peut s'inviter dans le scrutin, que ce soit côté israélien ou côté palestinien, selon vous? Moi, je crois que le scrutin, c'est du scrutin israélien qu'il s'agit, n'est-ce pas?
parce que je viens d'arriver sur le plateau. Oui, notamment côté israélien. Est-ce que vous pensez que ce sujet de la Cisjordanie va s'inviter dans le scrutin israélien? Bon, oui, nous espérons que ça va changer, en tout cas le gouvernement israélien, mais nous ne faisons pas beaucoup d'illusions parce que surtout les candidats qui seront peut-être élus possiblement pour remplacer Netanyahou ont pratiquement la même position vis-à-vis de la cause palestinienne. À savoir, tous, ils ne veulent pas qu'il y ait un État palestinien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 3 partis arabes qui viennent de se réunir dans une seule liste, ce qui peut augmenter le nombre des députés israéliens d'origine palestinienne à la Knesset. Mais je ne crois pas que ça va changer le rapport de force dans la Knesset. Alexandra Schwarzbrod, je voulais qu'on avance également sur les réactions à l'international à présent. Dans l'édito que vous signez cette semaine dans Libération, vous vous interrogez justement sur le manque de réaction et le silence face à cette situation actuellement sur place. On apprend que Londres, Paris, Rome notamment demandent d'arrêter les occupations en Cisjordanie. Il faut faire plus, selon vous? C'est la moindre des choses? Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années, voire de décennies que les Occidentaux demandent d'arrêter l'occupation? Ça ne sert à rien. Là, maintenant, il faut prendre des sanctions. Il faut sanctionner Israël. C'est un gouvernement d'extrême... Des sanctions commerciales. L'Europe, les Israéliens exportent 30% de ce qui est exporté par Israël et va vers l'Europe. Je pense qu'il faut là sévir et mettre des sanctions, des droits de douane. Plusieurs pays le réclament, la Belgique, l'Espagne par exemple. L'Espagne. Au sein de l'UE, on ne s'entend pas là-dessus. Alors jusqu'à présent, il y avait un gros verrou qui était Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui était un allié de Netanyahou. Maintenant, Orban a été remplacé. Donc maintenant, ça va être peut-être plus facile de sanctionner. Mais quand même, malheureusement, beaucoup de pays européens renâclent encore à sanctionner sévèrement Israël pour les horreurs qui sont en train de se passer. Et on a encore vu le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, disant qu'il fallait tuer des dizaines, des vingtaines de Palestiniens à Gaza chaque semaine. Et donc, ce sont des hommes comme ça qui sont au gouvernement Netanyahou. Donc, ça veut dire que là, maintenant, il faut sévir, il faut sanctionner. Et Stéphane Ziv-Goldin, selon vous, est-ce que des sanctions contre Israël pourraient être efficaces ou désormais la situation elle est inéluctable? Comment vous voyez justement d'éventuelles sanctions contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou? Des sanctions, il y en a eu, mais vous savez, on aurait voulu que le discours de Mme Schwarzbrod, excusez-moi, puisse être le même quand on a vécu, nous, les massacres du 7 octobre. Or, on n'a pas tout à fait entendu le même son de cloche, vous savez. Alors, des sanctions, il pourrait y en avoir. Mais je doute qu'elles aboutissent concrètement, ces sanctions, parce que tout le monde est dans le monde. On sait l'intérêt qu'il y a d'avoir un Israël fort par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport à la restructuration du Moyen-Orient, par rapport aussi à la guerre contre le terrorisme. Parce que ce terrorisme, on critique Israël de frapper ses ennemis, mais par contre on oublie de critiquer les ennemis d'Israël qui essayent à chaque fois de frapper Israël. Or nous sommes face, alors c'est vrai que on pourrait être dans un discours de sourds, et c'est vrai que arriver à pouvoir discuter avec l'ex-ministre de la Culture qui vit à Hébron est quelque chose d'assez important en Israël, et c'est peut-être pas assez mis, je dirais, en exergue. Mais d'un autre côté, il faudrait aussi que tout le monde se respecte. Et là, on a un problème par rapport à ça. Souvent, on est face aussi à une mouvance de personnes qui refusent tout acte de paix. Je vais pas revenir sur Oslo. Ça fait un certain temps. On parle de décennies de ces territoires occupés. Je voudrais simplement rappeler que ces territoires, ils n'ont pas été occupés, ils ont été conquis après des menaces qui ont été mises sur l'État d'Israël en 67. Maintenant, on en est là. Alors, à un moment donné, il faut revoir un petit peu les choses. Mais vous savez, Israël, actuellement, c'est comme la Bretagne face à une immensité d'ennemis autour de soi.
Et donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'à un moment donné, Israël a besoin de se défendre. Et je voudrais simplement rappeler aussi une chose. Comme vous l'avez entendu, je m'oppose évidemment à ces actes de ces personnes extrémistes contre des Palestiniens. Et je pense que ces actes sont illégaux et nuisibles aussi à l'État d'Israël et surtout à l'État d'Israël. Mais parallèlement, il faut aussi comprendre que nous sommes face aussi à des menaces terroristes quotidiennes et que la Judée-Samarie, et je garderai ce terme de Judée-Samarie parce que je voudrais simplement rappeler à Madame Schwarzbrod qu'ici en Israël, même les Arabes, qu'ils soient en Judée-Samarie ou sur le territoire israélien, ne disent pas Cisjordanie ou West Bank, ils disent Judée-Samarie. Et deuxièmement, la résolution 1980, il faut qu'on avance. Mais simplement, je voudrais simplement dire, on est face aussi à des menaces où on a besoin, nous, de préserver notre population et on ne peut pas se permettre de réitérer un 7 octobre. On a bien compris, Stéphane Ziv Goldin, ce que vous vouliez faire passer. Justement, droit de réponse à Anouar Aboueché à ce propos et ce que vient de dire Stéphane Ziv Goldin. Et la réaction aussi à l'international, peut-être aussi des États-Unis. On ne les entend pas assez, selon vous, les États-Unis ? Moi, je crois que la communauté internationale est dominée par les États-Unis actuellement. Et il n'y a aucune réaction réelle, justement, qui doit se traduire par des sanctions. Moi, je crois que la seule voie possible pour obliger Israël d'accepter le droit international, ce sont des sanctions. Et comme vous savez, le droit international, c'est vraiment notre Bible. Et pour répondre à monsieur, monsieur, regardez bien les règles de droit international et vous allez voir que ce sont des territoires occupés. Je vous rappelle qu'entre le Jourdain et la Méditerranée, il y a le même nombre de Palestiniens et des Juifs. 7 millions et quelques de Palestiniens et 7 millions de Juifs. Et que le seul choix possible, c'est vraiment une paix basée sur le droit international. C'est ce que nous disons tout le temps et nous espérons que la communauté internationale prenne des sanctions pour obliger Israël. Et de l'autre côté aussi, nous espérons que la société israélienne se réveille. Parce que la société israélienne actuellement est bien isolée dans des vocabulaires comme Judée-Samarie et même rédemption des terres. Et il faut vraiment que la société israélienne se réveille. C'est pour ça que je conseille à tous nos amis, à tout le monde, de parler aux Israéliens. Maintenant, peut-être c'est trop tard, mais de parler aux Israéliens pour justement choisir un gouvernement qui se soumettrait au droit international. Et c'est la seule solution possible. Alexandra Schwarzbrod, pour conclure, est-ce que, selon vous, on parlait des élections qui vont bientôt avoir lieu. La situation risque de s'envenimer d'ici ces élections et donc avoir du poids dans ce scrutin ? Oui, bien sûr. Elles vont s'envenimer parce que Benyamin Netanyahou n'a toujours... sa seule façon de rester au pouvoir, c'est un petit peu le discours qu'on a entendu côté israélien, c'est de montrer que lui seul peut protéger les Israéliens contre tous les pseudo-terroristes qui sont autour de lui. Il peut y en avoir des terrorismes. Enfin, lui, il considère que tout le monde est terroriste, tout le monde veut s'attaquer à Israël et que lui seul peut faire barrage. Donc, la violence va s'accentuer. Merci beaucoup Alexandra Schwarzbrod d'avoir participé à ce débat. Merci Anouar Aboueché depuis Hébron et merci à vous Stéphane Ziv Goldin.